L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïk FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Nous sommes toujours depuis chez nous, nous ne sommes pas encore dans les studios que nous espérons retrouver dans les prochaines semaines. Et donc, cette émission que vous entendez le dimanche a été enregistrée quelques jours avant, comme d'habitude avec ma complice Sandra Jérusalemi, coordinatrice de l'enseignement supérieur à l'Alliance. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laetitia Guigui, qui est chargée de mission auprès de la direction du réseau scolaire à l'Alliance et qui s'occupe des écoles primaires. Bonjour. Bonjour. Nous allons vous retrouver dans quelques instants pour parler de la reprise de ces écoles primaires et pour voir exactement comment l'Alliance a répondu à toutes les problématiques extrêmement complexes qui se posent aujourd'hui. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir, depuis l'Angleterre, miracle de la technologie, Vanessa Paloma Elbaz, ethnologue et musicologue, qui demain fera une séance au SNEJ consacrée au chant des femmes séfarades, notamment en Afrique du Nord. Mais revenons tout de suite avec vous, Laetitia Guigui, sur l'actualité immédiate. Cela fait quelques jours maintenant que nos écoles primaires en Ile-de-France, notamment donc au pavillon sous-bois, à Rachid dans le 17e arrondissement et également à l'école Alliance Gustave Leven dans le 16e arrondissement, les écoles primaires ont repris selon un format extrêmement différent évidemment et avec un protocole sanitaire extrêmement strict. Oui, bonjour Sandra, bonjour Ariel. La complexité que vous venez d'évoquer est le premier problème qu'il a fallu résoudre. C'est-à-dire d'abord s'enrichir de toutes les connaissances possibles grâce aux interventions de spécialistes, amenées aussi par Zoom à tous les directeurs d'école, pour avoir vraiment une réflexion éclairée. Toutes ces réunions d'information sur les protocoles sanitaires, sur les possibilités, etc., ont été partagées aussi dans toutes nos écoles avec les familles, avec les représentants de parents d'élèves, avec les comités internes de médecins, c'est-à-dire des comités sanitaires propres à chaque école, parce que chaque école est une école de l'Alliance, mais chaque école est différente. Chaque école a une spécificité, a une topographie, c'est-à-dire ils n'ont pas les mêmes cours de récréation, ils n'ont pas les mêmes accès, ils n'ont pas les mêmes couloirs, ils n'ont pas les mêmes nombres de classes. Et donc, il a fallu réfléchir avant de se jeter à l'eau, mais prudemment, en sachant nager ou en essayant d'appliquer tout ce qu'on venait de nous apprendre. Et alors, concrètement, donc, ces mesures barrières ont été mises en place dans les différentes écoles. Comment les enfants sont accueillis dans les écoles? Quelles mesures ils doivent prendre et comment est-ce qu'ils le vivent? Alors, le protocole sanitaire est très strict depuis les signalétiques et les distanciations physiques devant les portes des écoles déjà, quand les enfants arrivent, avec des entrées échelonnées, des départs échelonnés. Ça, c'est un premier point. Ensuite, les réaménagements de classes afin de respecter cette aire tout autour de chaque enfant, parce qu'on parle d'1 mètre, mais en réalité, c'est un diamètre de près de 4 mètres. Toute une problématique à traiter, à gérer sur le nettoyage, la désinfection en continu. Ils n'ont pas de masque, sauf dans une école. Les parents ont voulu que leur grande CM ait des masques. Et cette ouverture a donc été d'abord le résultat de la validation du protocole sanitaire, du protocole d'organisation. Après ça, il a fallu identifier les enfants prioritaires. Les situations ne sont pas les mêmes.
même quand on a recensé 20 ou 25 enfants prioritaires dans une de nos écoles, on en a découvert 9 parce que la peur panique a ressaisi à la suite d'une rumeur ou d'une nouvelle information et c'est en train de se restabiliser. Donc, tout le monde a repris, les modalités sont différentes et si vous voulez, je vais vous les exposer un petit peu. Alors, juste avant, parce qu'on a maintenant un recul de quelques jours, effectivement, relativement peu d'enfants ont pour l'instant été accueillis du fait qu'on accueille avant tout les enfants prioritaires selon les consignes du ministère. D'autres parents, évidemment, ont pu avoir peur et c'est compréhensible. Mais concrètement, dites-nous ce que cela a apporté aux enfants qui ont repris justement de redécouvrir leur école. À la fois, on sait combien c'est important et capital qu'ils retournent à l'école. En même temps, ce sont des conditions tellement particulières que ça doit être aussi quand même un bouleversement pour eux de ne pas retrouver tous leurs camarades puisque tout le monde n'est pas là et d'avoir autant de nouvelles règles, surtout pour des petits. Mais les nouvelles règles avec une approche ludique, c'est peut-être pas ça le point le plus difficile. Le point le plus difficile, c'est de relativiser leur peur aussi de ce Covid dont on a parlé comme un fantôme dans les histoires. Les nouvelles règles ont été compensées largement par le plaisir de retrouver les maîtres, par le plaisir de se retrouver à l'école, par la facilité aussi d'avoir l'école et plus quelle qu'en soit la qualité, les cours à la maison. La dimension de réalité, de proximité avec l'enseignant ont été très, très fortement ressentis comme des points positifs. Alors, pas beaucoup d'enfants, vous avez dit, Ariel, certes, mais le potentiel d'enfants accueillis est totalement corrélé au potentiel d'enseignants ou de personnel d'encadrement ou d'assistante maternelle. On peut accueillir plus d'enfants, quelle que soit quand même la réduction au moins par moitié de chaque niveau de classe, si on a le personnel. Donc les situations étaient très irrégulières selon les écoles, mais de toute façon, le principe d'accueil différencié, progressif s'est appliqué. Une école, dès le premier jour, a accueilli le CP, le CM1, le CM2, a rajouté hier le CE1, le CE2. Lundi, accueillera les grandes sections de maternelle. Dans une autre école, il y a beaucoup plus d'enseignants qui vont rentrer tout de suite là, après les fêtes. On va avoir, et c'est peut-être ça le point le plus difficile et qui est résolu grâce vraiment aux efforts dans le numérique, on va avoir à la fois des enfants acquis dans les classes, même quand on a 2 CP, que nous avons les 2 maîtresses qui reviennent, comment concilier aussi les cours en Zoom ou en autre dispositif avec ceux qui restent à la maison. Ça voulait dire des équipements pour que la maîtresse puisse, le professeur d'école puisse faire son cours en présentiel et en même temps avec ceux qui restent à la maison. On a quand même une certaine faiblesse dans les présences des professeurs de matière juive. Ça aussi, ça veut dire essayer de garder les enfants en surveillance cette fois-ci et pas en classe, parce que ce n'est pas de la garderie. Ils ont école. Parfois, ils sont gardés pour pouvoir recevoir des Zooms des professeurs d'ivrit ou des professeurs de matière juive ou des professeurs d'anglais qui ne sont pas encore revenus et qui sont déployés à distance pour des enfants dans les locaux des écoles. Donc, si je comprends bien, Laetitia Guigui, pour les écoles primaires de l'Alliance, le choix qui a été fait a été de rouvrir avec des protocoles sanitaires extrêmement stricts, allant même des fois au-delà de ce qui était préconisé pour rassurer tout le monde. Et les enfants qui ont été accueillis, même si c'est une minorité pour l'instant, ont été accueillis, ont suivi des cours. Il n'a pas du tout été question de simplement organiser une garderie pour libérer les parents, mais d'avoir une vraie offre pédagogique dans nos écoles. Et c'est ce qui paraît important, d'autant plus que c'est un plan absolument global qui est mené par l'Alliance en ce moment. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés que rencontrent beaucoup des parents. Il y a des difficultés financières extrêmement graves
chez une partie de notre public. Et c'est pour ça que Marc Heisenberg a mis en place, le président de l'Alliance, donc Marc Heisenberg, a mis en place un plan important d'aide pour un fonds d'urgence d'aide pour les familles en difficulté, de manière à ce qu'une partie des frais d'écolage soit pris en charge directement par l'Alliance grâce à vos dons. Et vraiment, nous avons besoin de votre soutien. Marc Heisenberg s'est engagé personnellement pour ce fonds d'urgence, mais nous avons besoin du soutien de tous nos donateurs parce qu'évidemment, en un mot de conclusion, Laetitia Guigui, nous espérons que la crise va bientôt finir, mais le temps qu'elle durera, notre but ultime est de continuer à accueillir le maximum d'enfants pour maintenir la continuité pédagogique. Tout à fait. À partir de lundi, on commence à compléter les groupes par des enfants non prioritaires, afin justement de redonner une dimension de classe, d'école, avec toujours des modalités différentes, des paniers repas, des pique-niques, le temps s'y prête, d'autres écoles qui fonctionnent encore par demi-journée parce que ce n'est pas si évident, mais toutes les formules s'installent, toutes les formules se nourrissent les unes aussi des autres, des difficultés, des réussites, et je voulais vraiment saluer et le personnel qui a repris et les directrices qui sont d'une inventivité extraordinaire. Et sincèrement, quand on parle de réouverture de l'école progressive et différenciée, c'est progressif, c'est différencié, mais c'est intelligent. Et en tout cas, on répond à notre volonté d'école juive républicaine. Merci beaucoup Laetitia Guigui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission L'Alliance des Savoirs, l'émission culturelle de l'Alliance israélite universelle. Je suis comme d'habitude en compagnie d'Ariel Danan et nous sommes, comme depuis quelques semaines, confinés encore un petit peu, en tout cas pas en studio. Et après cette première partie avec Laetitia Guigui pour nous parler des écoles de l'Alliance, nous recevons maintenant Vanessa Paloma Elbaz, qui est donc ethnologue et musicologue et qui nous donne un cours au SNEJ demain soir sur le chant des femmes séfarades. C'est une chance qu'on a de recevoir donc Vanessa Paloma Elbaz pour ce cours. Bonjour Vanessa. Bonjour. Nous sommes donc ravis et du coup, donc c'est l'occasion donc de rappeler, comme toujours, le SNEJ, ce cycle d'études juives pour les jeunes adultes, donc qui a eu cette année un cycle civilisation ashkénaze et également un cycle civilisation séfarade que vous allez conclure. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches? Qu'est-ce que c'est le chant des femmes séfarades? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y apprend? Et de quoi est-ce que nous allons parler au SNEJ? En fait, pour moi, c'était intéressant et je commençais à faire cette recherche, ça fait plus de 15 ans, et parce que je me disais que les poèmes de Moyen-Âge en Espagne, séfarade, et tous ces grands poètes qu'on connaît, Yehuda Halevi, Shlomo Ibn Gvirol, tout ça qu'on chante dans la synagogue, en fait, il y avait des images poétiques et des mots qui se rassemblaient aux chansons en judéo-espagnol. Et ça m'a interpellée parce que je me disais, mais c'est sûr qu'il doit avoir un lien. Qu'est-ce qui se passe là? Et personne n'avait fait la recherche pour comprendre est-ce qu'il y avait des passerelles d'informations? Est-ce qu'en fait les femmes, ils pourraient chanter une chanson qui évoquait des images poétiques liturgiques? Et parce qu'en fait, c'est un répertoire en langue vernaculaire et c'est un répertoire qui est toujours évoqué comme un rappel à l'Espagne et pas forcément comme un rappel aux connexions juives identitaires. Mais en fait, ma recherche, elle a trouvé qu'en utilisant des chansons espagnoles avec des textes de Moyen-Âge espagnol et des textes de la Renaissance espagnole, les femmes en Nord d'Afrique, en fait, ils ont transmis cette information
et l'a échangée pour la mettre dans un contexte juif, d'importance juive, et un contexte qui nous rappelle en fait des questions de transmission identitaire, de pureté. En fait, il y a beaucoup de chansons sur les problèmes de franchir. Pardon, j'ai un bébé de 2 ans là, ici, qui n'est pas la crèche. Et les problèmes de franchir les frontières sexuelles et en fait comment la femme, elle doit garder la pureté et la tahara, c'est-à-dire la tahara, la pureté rituelle pour la transmission, comme celle-là de mon petit-fils. Alors, on est très heureux d'accueillir dans cette émission l'une des forces de votre travail depuis de nombreuses années, Vanessa. C'est également parce que nous approchons, cette semaine, nous avons la fête de Shavuot, et vous avez montré combien également les femmes en Afrique du Nord chantaient aussi des chants religieux, des chants spirituels en dehors de la synagogue. Et c'est quelque chose que notamment vous avez découvert parce que vous avez fait une enquête de terrain et vous avez interviewé des centaines de femmes qui vous ont transmis leurs connaissances. Oui, en fait, moi j'ai habité au Maroc depuis 2007 jusqu'à 2018 et depuis je suis à l'université de Cambridge pour continuer mon travail de recherche ici dans ce cadre académique. Mais là-bas, j'étais sur le terrain pendant 11 ans. Et en fait, l'idée, c'était de trouver la chose que les gens y parlent, qui disent que c'est que des traces, en fait, qui restent que des traces de ça qu'il y avait. Mais en fait, dans ces petites traces et ces petits bribes qu'on pense sont rien de tout, en fait, il y a tout un savoir et une force en fait, de ça que moi j'ai trouvé que c'est le noyau identitaire de cette communauté. En fait, c'est à travers de ces chants, en fait, que la communauté, elle transmet sa spécificité et sa force identitaire. Et les gens, ils chantent des chansons soi-disant vernaculaires, mais en fait, là-bas, il n'y a pas de vernaculaire, il n'y a pas de séculaire, quoi. Tout est sacré. Alors, il y a un chant que tu penses est un chant séculaire, mais en fait, il est rempli de sacralité. Et en plus, il y a des couches des chansons en cette langue qui s'appelle Haketia, qui est un mélange d'espagnol médiéval avec l'hébreu et l'arabe marocain, le darija. Et dans ces chansons, en fait, il y a toute cette compression, on peut dire, de toutes ces tranches identitaires qu'on négocie tout le temps. C'est-à-dire, ça, c'est une des forces, je pense, de ce répertoire, que ça nous montre, en fait, la négociation qu'on fait tous, par ailleurs, mais que dans cette communauté, on la voit très clairement à travers la musique, le répertoire chanté, et le répertoire des femmes encore plus, parce que les femmes, elles avaient une position des protectrices, en fait, de la communauté. Alors, c'est une protection sonore, une protection vocale, parce qu'à travers le chant et l'émanation de la voix féminine, en fait, on trouve comme une bande sonore qui protège la transmission totale communautaire et la protection à la non-assimilation, en fait. Eh bien, on a hâte d'en découvrir plus. Donc, les étudiants de la Disney ont bien de la chance de découvrir ça demain. Et aussi, on a hâte de vous entendre chanter, peut-être. Et merci beaucoup, Vanessa Paloma Elbaz, pour cette présentation. Et on enchaîne avec le calendrier de l'Alliance. Donc on commence demain soir avec Vanessa Paloma Elbaz sur le chant des femmes séfarades. C'est donc lundi 25 mai à 20h. Le même soir, le 25 mai, donc à 21h, comme d'habitude, le cours d'Armand Abécassi sur les Pirkei Avot d'après le Maharal de Prague. Et le lendemain, le 22, donc le mardi 22, nous organisons en partenariat avec Kiar Kol Israël Chaverim, la branche israélienne de l'Alliance,
un grand rassemblement à l'occasion de Shavuot avec les communautés juives du Maroc, des États-Unis, d'Amérique du Sud, de France, du Canada et d'Israël, nous rassembler tous ensemble pour un moment d'étude et de partage pendant cette crise extrêmement difficile que nous vivons tous à travers le monde. Et parmi les intervenants français, il y aura Armand Abécassis, évidemment, et le professeur David Bannon, qui dialogueront ensemble pour un enseignement probablement sur éthique et humanité, ce que nous apprenons de la crise actuelle. Dans le calendrier également, on revient sur cette date anniversaire du 17 mai 1860, puisque c'était la date anniversaire de la réunion fondatrice de l'Alliance israélite universelle et réunion suite à laquelle a été rédigé l'appel fondateur de l'institution. Vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux une vidéo qui remet en contexte cet appel et également un avant-après et pour célébrer les 160 ans de l'Alliance. Avec la découverte de beaucoup de nos magnifiques photos conservées par la Bibliothèque de l'Alliance qui petit à petit réouvre ses services, même si évidemment la salle de lecture n'est pas encore ouverte au public. Et donc, vous pouvez aller sur le site de l'Alliance afin de voir les modalités éventuelles pour emprunter des livres notamment et suivre toutes les semaines la newsletter de la bibliothèque qui nous permet de plonger dans les fonds absolument exceptionnels de cette bibliothèque. D'autre part, nous organisons beaucoup d'activités culturelles, toujours pour l'instant en vidéoconférence. Nous espérons reprendre le présentiel dès que possible. Et donc, dans quelques semaines, au mois de juin, nous accueillerons Arnaud Bicard pour un cycle sur le yiddish à travers 1000 ans de culture ashkénaze. Ce sera les 3, 10 et 17 juin de 19h à 20h30. Et donc, un rappel, vous trouvez toutes nos informations, Sandra, sur notre site internet www.aiu.org et sur notre page Facebook Alliance Israélite Universelle ou encore sur Instagram Alliance AIU et puis par téléphone 01 53 32 88 55 01 53 32 88 55, notre site internet pour vous inscrire pour nos nombreuses activités et également pour nous témoigner de votre implication auprès de nous par des dons. Nous avons vraiment besoin de votre soutien en ce moment. Prenez soin de vous, bonne semaine et Chag Sameach puisque Shavuot arrive. À très bientôt. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.